et Volodymyr Zelensky se rendra à la Maison-Blanche ce lundi, ce qui est considéré comme la deuxième partie de cette offensive. C'est-à-dire de cette offensive diplomatique, pour ainsi dire, de cette avancée diplomatique que l'on essaie de mener. Lors de cette réunion, ils vont se retrouver face à face. Le dirigeant de l'Allemagne, ce chancelier allemand, qui d'ailleurs a été un peu plus dur et critique envers Trump que le précédent. Olaf Scholz, par exemple. Nous allons aussi voir Lémy, le Premier ministre du Royaume-Uni, c'est la même personne. Comment s'appelle la première ministre de l'Italie, la fameuse Giorgia Meloni? Non Macron, non. Le même Marout, le secrétaire général de l'OTAN, Alexandre Stubb, le président de la Finlande lui-même, la présidente de la Commission européenne. Donc, il y aura les dirigeants européens, ou du moins d'une bonne partie d'entre eux, et évidemment le président ukrainien lui-même, Vladimir Zelensky. Dans quelques heures, ils seront, comme vous le savez, là-bas à... Comment ça s'appelle? Là-bas aux États-Unis, à la Maison-Blanche, non? Alors, face à cela, Zelensky cherche d'abord à affronter cette crise extérieure, à terminer la guerre pour pouvoir dire « Voilà, je remets le pays hors de la guerre, non ?» Que des élections aient lieu, qu'on change de président, que ce qui doit arriver arrive. Mais qu'au final, on s'assure déjà que l'Ukraine ne sera plus jamais envahie. C'est essentiellement le plus important, la garantie impliquant d'autres pays capables de défendre l'Ukraine. Dans le cas où il y aurait une tentation de prendre plus de territoire ukrainien, la situation sera compliquée, mais au moins il y a déjà un progrès apparemment réel sur ce sujet. Chacun déplace ses pions, Poutine déplace évidemment ses propres pions. Je pense que la réunion a été plus avantageuse pour lui que pour Trump lui-même, et cela, n'a pas non plus plu à Trump. Au final, en faisant les comptes, Poutine a un léger avantage après cette dernière réunion, et cela ne plaît pas à Trump. Il voulait se sentir comme le gagnant, celui qui a réussi à avoir le plus d'influence, et apparemment cela ne s'est pas produit, du moins pour l'instant. De cette façon, il n'y aura aucune possibilité que Trump le pousse à les attaquer s'il ne parvient pas à un accord. C'est-à-dire, Marco Rubio a lancé un avertissement fort en ce moment, dans lequel il dit que si la Russie n'atteint pas un accord de paix avec l'Ukraine, des sanctions seront imposées et elles seront très sévères. Cette position, sans annonce concrète, mais avec l'idée de mettre la pression sur Poutine, montre aussi que Marco Rubio n'est pas satisfait, également avec cette réunion. Il donne l'impression que les prochaines sanctions ne doivent pas seulement venir des États-Unis, mais aussi de l'OTAN, c'est-à-dire les pays de l'OTAN, en sanctionnant pas seulement la Russie, mais aussi les pays qui aident la Russie, la Chine, l'Iran, etc. Ça pourrait ne pas être l'Inde, ça pourrait être la Corée du Sud, ça pourrait être la Turquie, même s'ils sont amis et qu'ils font partie de l'OTAN. Donc ce serait une étape très différente, c'est que ce serait essentiellement une étape vers un isolement total, en gros, envers la Russie. Et que pourrait-il arriver aux pays hors de cette alliance? Il se pourrait qu'ils soient également laissés isolés, avec toutes les conséquences économiques que cela pourrait entraîner. La question ici, c'est que cela va entraîner plus de pression sur Poutine, mais aussi plus de pression sur Zelensky, pour qu'il prenne une décision rapidement et que cela ne reste pas dans une situation intermédiaire. Selon Steve Witkoff, conseiller de Trump, un accord préliminaire avec Poutine sur des garanties de sécurité solides a été conclu. On ne sait pas précisément à quoi il fait référence. Il parle de 5 régions pas très bien définies, c'est-à-dire que l'accord supposé est très ambigu. En résumé, je pense que Poutine est venu observer et gagner du temps. Continuer avec sa propre stratégie et son propre plan, sans aucun changement absolu. Continuer à attaquer l'Ukraine, ce qui peut après la réunion, d'importantes attaques ont visé des zones civiles en Ukraine. Donc, cela ne change pas grand-chose non plus. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a confirmé qu'il accompagnera Zelensky. Macron estime que l'Europe doit avoir une voix claire et être remise en question. Ce n'est pas ce qu'il déclare, il dit. Il n'y a qu'un seul État qui propose la paix, ce qui serait une capitulation, dit la Russie. Autrement dit, seule la Russie demande la paix, mais en exigeant la reddition de l'autre camp. Eh bien, cela n'arrivera pas, ce ne sera pas comme ça, du moins c'est ce que dit Macron. Ursula von der Leyen précise que l'intégrité territoriale n'est pas négociable.
Keir Starmer, le représentant du chancelier allemand, dit que céder face à l'agression ne fait qu'engendrer plus d'agression. Macron insiste, il ne peut pas y avoir de débat sur la sécurité des Européens si les Européens ne doivent pas être en Europe. Par Roge. Et ainsi, une série de commentaires qui ont été faits ces dernières heures, pas ces derniers jours. Nous ne sommes que dimanche en ce moment dans cette émission, mais depuis vendredi, samedi, dimanche et demain, lundi. Des tournants importants sont en train de se produire, qui pourraient peut-être pousser un peu ce conflit vers une issue ou l'enliser encore davantage. Parce que si cela ne fonctionne pas, le problème est que cela peut s'enliser d'une manière encore plus dure, plus terrible. Et un détail que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Marco Rubio affirme qu'ils n'obligeront pas l'Ukraine à céder du territoire. Il dit « Les États-Unis n'obligeront pas l'Ukraine à céder du territoire à Poutine », affirme le secrétaire d'État américain à National Broadcasting Company. Ainsi, les journalistes demandaient s'ils avaient en discuté de la question du transfert de terres aux régions de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, etc. Sous le contrôle du dirigeant russe Vladimir Poutine, certaines de ces régions sont sous contrôle russe, d'autres non. Et Rubio a répondu que les Ukrainiens ne sont pas prêts à faire de telles concessions et qu'ils ne comptent pas les y obliger. Ils n'ont pas le droit de le faire et ne le feront pas, affirme le même secrétaire d'État. J'ai trouvé la réponse intéressante. D'autre part, permettez-moi de vous dire qu'il y a quelque chose de très important que j'ai remarqué dans cette rue. Kallas qui affirme qu'il est évident qu'elle est responsable des relations extérieures de l'Europe avec le reste du monde. Non, elle dit simplement que nous irons comme la chancelière de l'Europe, en quelque sorte. Elle affirme que la Russie ne montre clairement aucun signe de vouloir mettre fin à une autre guerre. Continue-t-elle d'attaquer des civils ? Quand tu t'assois pour négocier, comment vas-tu t'y prendre ? Et en même temps, c'est comme, tu es en train de te battre à coups de poing et tu t'assois pour essayer de calmer les choses et discuter. Et pendant que tu es assis, tu es en train de donner des coups de pied et de frapper l'autre personne et tu dis « Oui, je veux parler », mais tu continues à frapper. Alors on se demande « Tu ne veux pas vraiment parler ?» Il n'y a aucune négociation, ni même d'intérêt à négocier, c'est la réalité de la situation. La haute représentante du bloc européen, Kaja Kallas, affirme que la stratégie du Kremlin est d'étendre le conflit. C'est la véritable intention de tout cela et ils tournent en rond, alors que la seule intention est d'étendre le conflit pour servir les intérêts que Poutine a dans cette affaire. En ce moment, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 7 heures, c'est-à-dire depuis le jour du sommet. Contre Poutine. À ce jour, la Russie a mené 500 attaques contre l'Ukraine, c'est-à-dire que la Russie a lancé plus de 500 attaques contre l'Ukraine. Après la rencontre entre Trump et Poutine, qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'il ne veut pas négocier, qu'il veut plus de conflits, plus de guerres. Est-ce aussi clair ? L'offensive du Kremlin, qui vient de frapper 10 localités différentes, inclut des bombardements aériens et des attaques de drones. Les troupes russes ont lancé ces dernières 24 heures, un jour après la rencontre entre le président Donald Trump et son homologue Vladimir Poutine. 505 attaques sur 10 localités dans la région de Zaporizhia. C'est ce qu'informe l'administration militaire de la zone, Ivan Fedorov, sur son propre compte Telegram, dans laquelle il parle également d'autres attaques, comme vers Peroprevosenka, Nonovodilinka, Mala, Tokomench, Viloria. En outre, 743 attaques de drones ont été recensées. En dehors de cela, notez qu'en Serbie, hier je vous ai parlé des manifestations massives en cours. Qu'est-ce que fait le président de la Serbie au lieu de s'asseoir pour négocier, discuter, parvenir à un accord ? Eh bien non. Ce qu'il promet, c'est la fermeté contre les manifestations et il durcit encore plus son discours. En gros, il menace. Le président serbe Aleksandar Vučić a annoncé ce dimanche des mesures strictes contre les manifestants anti-gouvernementaux. Suite à cette situation, dans laquelle il accuse les manifestations d'être une attaque de l'Occident, du terrorisme, ceci, cela, 1000 choses. Bien qu'il n'ait présenté aucune preuve, vous savez, c'est le moins important pour ces présidents, voilà la situation en ce moment. Remarquez que dans quelques secondes, la vidéo suivante va se lancer automatiquement, si tu la regardes en direct. Sinon, rends-toi sur la chaîne et tu y trouveras la prochaine diffusion. On se retrouve là-bas, on se retrouve aussi ce soir où nous aurons déjà le résumé de la journée.
Astrid et moi, d'ici, en train de discuter avec vous. Merci beaucoup, on se retrouve dans un instant. À tout à l'heure.